Allez, aujourd'hui, on plonge dans ce qui est, sans exagérer, l'un des plus grands thrillers politiques du XVIIe siècle. Je parle d'Héraclius de Corneille. C'est une pièce incroyable, une vraie masterclass de suspense. Pensez à un labyrinthe d'identités cachées où personne, mais alors vraiment personne n'est qui il prétend être. Et au milieu de tout ça, eh bien, la survie d'un empire entier repose sur un secret vieux de 20 ans. Accrochez-vous, c'est parti. Tout commence avec ces mots, prononcés par le tyran Phocas lui-même, et ça pose parfaitement le décor. On a là un homme qui a assassiné pour arriver au trône et qui, maintenant, vit chaque seconde dans la paranoïa la plus totale, hanté par le fantôme de ses propres crimes. Bref, il a le pouvoir, mais il ne connaît absolument pas la paix. Alors pour bien comprendre ce complot, il faut d'abord jeter un œil au trône lui-même, parce qu'il est incroyablement fragile. Le vrai problème de la pièce, c'est la position hyper précaire de l'empereur Phocas. Il y a 20 ans, il a massacré l'empereur Maurice et ses 5 fils pour prendre le pouvoir. Sauf qu'un trône qui repose sur du sang, c'est tout sauf stable. Faisons un petit point sur la situation politique. Donc Phocas est au pouvoir, mais il y a une rumeur tenace qui mine son autorité. Un fils de Maurice, Héraclius, aurait survécu au massacre. Pour consolider son règne, Phocas a un plan qu'il pense stratégique, unir sa lignée à l'ancienne dynastie. Comment? En mariant son propre fils, le célèbre général Martian, à la seule survivante de la famille impériale, la princesse Pulchérie. Et c'est là, évidemment, que le plan de Phocas commence à prendre l'eau. Pulchérie, bien sûr, elle méprise Phocas, l'assassin de toute sa famille, donc elle refuse catégoriquement. Mais le plus bizarre, c'est que son propre fils, Martien, montre une réticence tout aussi forte à cette union, sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est étrange, non? Eh bien, la réponse à cette question, elle nous amène droit au cœur du mystère. C'est ici que Corneille commence à lever le voile sur la première couche du secret. Parce que l'hésitation de Martian, ce n'est pas un simple caprice, non, c'est le cœur même de toute l'intrigue. La question est posée. Si ce grand héros n'est pas juste le fils un peu récalcitrant d'un tyran, alors qui est-il? Et la réponse, croyez-moi, va absolument tout changer. Et la voilà, la révélation, elle est incroyable. L'homme que Phocas a élevé comme son propre fils, comme son héritier, ce n'est autre qu'Héraclius. Oui, l'unique survivant du massacre, le prince qu'il pensait avoir éliminé il y a 20 ans. Il vit depuis tout ce temps juste sous le nez de son pire ennemi. L'architecte de ce plan complètement fou, c'est une femme, Léontine. Loyale à l'ancienne dynastie, c'est elle qui a orchestré cette immense tromperie il y a 20 ans. C'est elle qui tire les ficelles en coulisses, qui joue une partie d'échecs politiques incroyablement risquée, en attendant juste le bon moment pour sa vengeance. Donc, récapitulons. Héraclius connaît sa véritable identité. Il sait qu'il est le prince perdu. Mais attention, l'énigme est très loin d'être résolue. Parce que son meilleur ami, Léonce, qui est le fils de Léontine, est lui aussi une pièce maîtresse de ce puzzle. Sauf que lui, il n'en a pas la moindre idée. On a donc Héraclius qui est dans le secret et Léonce qui ignore tout. Mais cet équilibre précaire est sur le point d'exploser. Parce que, comme si la situation n'était pas déjà assez complexe, un nouvel élément va débarquer et tout faire basculer, créant un chaos total autour de la question « Mais qui est le véritable Héraclius ?» Et le catalyseur de cette confusion, c'est ça. Une note, écrite par l'empereur Maurice juste avant de mourir et qui vient d'être découverte. Le message a l'air on ne peut plus clair, il désigne Léonce comme étant l'héritier caché de l'Empire. Et là, c'est le paradoxe total. La confusion est absolue. Imaginez un peu la scène. Vous avez le vrai Héraclius, celui qui se fait passer pour Martian, qui clame « Mais non, c'est moi !» Et juste à côté, Léonce, qui, à cause de cette fameuse note, est maintenant persuadé que lui est le prince. D'un coup, on a 2 Héraclius. Et Phocas, le tyran, il est complètement paralysé. Il a devant lui ses 2 ennemis potentiels, sauf que l'un des 2 est son propre fils. Et il est absolument incapable de savoir qui est qui. Ce qui est absolument génial dans cette construction, c'est que l'enjeu n'est plus seulement politique. Ça devient une tragédie personnelle qui oppose 2 héros, 2 amis inséparables. Ça les force à devenir rivaux pour la couronne et finalement pour leur propre identité. Bon, on a donc 2 amis devenus rivaux et un tyran complètement bloqué. Comment on sort de ce nœud impossible? Eh bien, la clé, c'est de revenir à la source du complot, à la seule personne qui détient toute la vérité, Léontine. Et croyez-moi, elle a encore un tour dans son sac, une seconde tromperie, encore plus audacieuse que la première. Allez, on décortique ce plan magistral. C'est un coup de génie en 2 temps. D'abord, il y a 20 ans, Léontine a sacrifié son propre bébé en le faisant passer pour Héraclius pour qu'il soit tué à sa place. Le vrai prince était sauvé. Ensuite, 3 ans plus tard, elle profite de l'absence de Phocas, qui est parti en guerre, pour faire un 2e échange. Elle place le vrai Héraclius dans le berceau du fils du tyran, Martian, et elle prend Martian pour l'élever comme son propre fils sous le nom de Léonce. C'est une manipulation qui s'étend sur 2 décennies.
Et ça nous amène au sommet de l'agonie de Phocas. Il est là, face aux deux jeunes hommes, et chacun revendique d'être son ennemi mortel, juste pour sauver l'autre. Le tyran est complètement piégé. S'il veut tuer son ennemi, il risque de tuer son propre fils. Et là, son pouvoir absolu, soudain, ne lui sert plus à rien du tout. Et c'est précisément dans ce moment de paralysie totale du pouvoir que des conspirateurs, menés par un certain Exupère, se disent « c'est maintenant ». Ils ont attendu ce moment exact de faiblesse pour enfin frapper. On entre maintenant dans le dernier acte, là où tous les fils de l'intrigue vont enfin se dénouer. Et la résolution s'annonce aussi sanglante qu'inévitable. La stratégie d'Exupère est juste brillante. En public, il a trahi la conspiration et a livré Héraclius, c'est-à-dire Léonce Martien, à Phocas. Sauf que cette trahison était une ruse pour gagner la confiance absolue du tyran et avoir un accès direct à lui au moment précis où il serait le plus vulnérable. Avec ces mots, Exupère abat enfin ses cartes. Ayant gagné la confiance de Phocas, il se retrouve seul avec lui et ses complices. Le piège se referme. Le moment de la vengeance est enfin arrivé. Le tyran est mort, mais la confusion, elle, demeure toujours. Qui est le véritable empereur? Pour mettre fin à tout doute, Léontine sort sa preuve ultime. Une lettre de feu l'impératrice, la mère de Pulchérie. Elle avait été témoin de tout. Et la lettre confirme tout, sans la moindre ambiguïté possible. L'homme qui a été élevé comme Martien est bien Héraclius, et celui qui a été élevé comme Léonce est Martien, le fils du tyran. Avec la mort de Phocas, l'ordre est enfin restauré. Héraclius monte sur le trône qui lui revient de droit. Et au final, Héraclius nous laisse avec cette question absolument fascinante. Martien, le fils du tyran, agit avec une noblesse totale, prêt à mourir pour son ami. Pendant ce temps, Héraclius a dû naviguer dans la tromperie pour survivre. La pièce semble suggérer que la véritable noblesse, au fond, ne vient peut-être pas de la naissance, mais bien des choix que l'on fait. Une réflexion qui reste bien après que le rideau est tombé.